Bonjour. L'événement du jour est le sommet de Doha, où 57 pays arabo-musulmans se réunissent pour prendre des décisions contre l'agression d'Israël contre le Qatar, pour éliminer les négociateurs palestiniens qui étaient en train de négocier pour la libération des otages israéliens et la fin de la guerre à Gaza et la libération de prisonniers palestiniens et l'entrée de l'aide humanitaire et la reconstruction de Gaza. Les derniers préavis donnés par Donald Trump, qui dit que c'est la dernière chance, il a demandé aux Qataris et aux Égyptiens de soumettre sa dernière proposition aux Palestiniens, aux Gazaouis, au Hamas, pour régler définitivement le problème, libérer tous les otages, arrêter la guerre, faire entrer l'aide humanitaire, libérer 3000 ou 2500 ou 3000. Il a gonflé même le nombre de prisonniers palestiniens qui devaient être libérés et reconstruction de Gaza. Mais quand les staffs palestiniens s'étaient réunis pour donner sa réponse au premier ministre qatari, qui leur a donné 12 heures pour donner leur réponse. Il avait convenu de 12 heures. Le premier ministre qatari a informé les Américains et les Israéliens que la réponse de Hamas tombera dans 12 heures. Mais avant la fin de l'échéance, Israël a frappé là où était le staff palestinien de négociateurs du Hamas. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas de négociation, il ne voulait pas d'arrêt de la guerre, il ne voulait pas de la libération des otages israéliens, parce que ça ne l'arrangeait pas. La fin de la guerre signifie sa fin à lui. Il va aller rendre compte à sa justice et ouvrir des enquêtes sur le 7 octobre, là où il est mêlé. D'ailleurs, il était en relation directe avec Qatar et c'est lui-même qui avait insisté avant pour que Qatar finance Hamas, pour qu'il ait affaire à soi-disant des terroristes pour ne pas négocier avec l'autorité palestinienne. Ils ont tout fait pour semer la zizanie entre Gaza et la Cisjordanie, entre le Hamas et l'OLP, pour pouvoir dire avec qui on va négocier. Et malheureusement, les Palestiniens sont tombés dans le piège. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas eu de morts dans le staff palestinien. Il y a eu des morts, oui, du personnel, et même un Qatari, garde-corps, et des blessés. Mais les négociateurs palestiniens étaient ailleurs. Ils avaient laissé leur téléphone parce qu'ils étaient pistés par leur téléphone. Certains disent que c'est des avions israéliens qui sont venus bombarder, d'autres disent que c'est des missiles à partir de la mer Rouge avec des espions à l'intérieur de Qatar qui suivaient et pistaient le staff du Hamas, parce que c'était connu la rencontre par les Américains et les Israéliens qui attendaient la réponse. Donc, il n'était pas caché ou il n'était pas... Mais à la dernière minute, apparemment, ils ont eu, par mesure de précaution, ils ont laissé leur téléphone loin de l'endroit où se réunissaient, soit pour prier, soit pour négocier. Et donc, ils ont échappé. Il y a eu la mort d'un des fils de Khalil Haya, qui est l'un des négociateurs. Mais c'est une violation du territoire qatari, qui sont des négociateurs dans cette guerre et qui, sur la demande des Américains et des Israéliens, est une trahison, un coup de jarnac
un coup dans le dos des Qataris, jusqu'à ce que certains ont pensé même qu'il y avait complicité. Mais aujourd'hui, dans le, le forum qui s'est tenu, le congrès extraordinaire de l'OCI, 57 pays. Et ils ont tous parlé d'une même voix. D'abord, être solidaire et arrêter cette folie meurtrière sanguinaire de Netanyahou et d'Israël, faire cesser ce génocide. Ils ont préféré par la négociation. Qatar veut toujours rester dans les négociations. Et l'Égypte s'est préparée à toute éventualité parce qu'ils ne vont jamais ouvrir les portes pour laisser l'exode gazaoui afin que Israël prenne possession de Gaza et après de la Cisjordanie. Donc ils sont pour la création de l'État palestinien, ce qui a été confirmé dans, dans le dernier résolution. C'est pas une résolution, mais c'était quand même un vote à l'ONU où 142 pays ont voté la création de l'État d'Israël contre 12 qui se sont abstenus et 10 qui se sont opposés. Donc la création de l'État d'Israël est un fait. Elle va être peut-être bientôt avalisée. Mais les Israéliens n'en veulent pas. Ils ne veulent pas d'un État palestinien. C'est pour ça qu'ils vont aller jusqu'au bout et créer encore des guerres où ils vont encore frapper. Doha, d'ailleurs, ils disent, même l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, quand se tenait cette session de l'ONU où on faisait le vote pour l'État palestinien, il a dit qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Et même là, dernièrement, il y a eu une session extraordinaire pour cette attaque contre Doha, contre le Qatar. L'ambassadeur israélien a dit qu'on va frapper les Hamas où qu'ils soient, dans n'importe quel pays. Ils ne seront à l'abri nulle part. Donc, ils ont l'intention de continuer la guerre partout, que ce soit en Turquie, que ce soit avec l'Iran, que ce soit Liban, Syrie, Égypte. Ils ont frappé en Tunisie, la flottille. Donc, ils vont essayer de faire la guerre partout. Pour qui? C'est pas pour Israël, c'est pour Netanyahou et sa clique. Cet esprit sioniste, révisionniste de Jacobinsky, auquel appartient Netanyahou comme son père y appartenait, comme sa clique qui est autour de lui, Ben Gvir et Smotrich, ils sont décidés à faire le grand Israël et ils l'annoncent clairement. Il ne le cache même pas. Netanyahou le crie haut et fort et montre la carte du grand Israël qui va inclure le Liban, la Syrie, une partie de l'Irak, une partie de la Turquie, une partie de l'Arabie Saoudite. Et malheureusement, dans cette session, bien que les propos ont été assez élevés, ils ont élevé le ton cette fois, ils ont appelé un appel à l'unité. C'est déjà pas mal, très très bien que Netanyahou a finalement réussi à les réunir. Parce que maintenant, il y a une certaine union dans un but commun de faire face à Israël. Théoriquement, on verra pratiquement sur le terrain. Mais ce qui est désolant, c'est que ceux qui se battent contre Israël sont écartés. Et ils sont même combattus par certains dans ce groupe. Dans certains pays du Golfe, combattent Hezbollah. Ils veulent maintenant que Hezbollah remet ses armes. Pour quelle raison? Alors que le Liban qui va le défendre, alors que Israël veut l'inclure dans le grand Israël. Et les Houthis, les braves Houthis du Yémen, les indomptables Houthis du Yémen, qui font souffrir Israël tous les jours, qui mettent 3 millions ou 4 millions d'Israéliens chaque jour dans les abris. Eux, on les a ignorés totalement. Et peut-être ils les combattent d'en bas, les Émirats, l'Arabie Saoudite, on ne sait pas.
Maintenant, avec le Yémen du Sud, puisqu'ils soutiennent le Yémen du Sud, qui sont peut-être soutenus aussi par Israël et les Américains. Donc, au lieu de fortifier la résistance qui est incarnée aujourd'hui par les Houthis, avec l'Iran et avec le Hezbollah qui est toujours aux aguets en attente, il ne va pas donner les armes et si la guerre va éclater, ils sont prêts, ils se sont préparés. Donc ceux qui osent combattre Israël, on les écarte et on parle d'appel à faire face commune à Israël d'après le droit international. Mais Israël s'en fout du droit international. Elle fait fi de toutes les résolutions de l'ONU, du droit international, du droit humanitaire, du droit des enfants, du droit des femmes. Elle fait fi de tout. Il assassine chaque jour des femmes, des enfants par centaines. Aujourd'hui, dans certaines estimations, c'est presque 200 000 Gazaouis qu'on a tués. Donc presque plus de 70% sont des enfants. Et 15% ou 20% des hommes. Même les Israéliens eux-mêmes, ils disent qu'ils n'ont éliminé que 13% du Hamas. Tout le reste, c'est des civils. Donc 80%, 78% des civils. Et tout le monde connaît ça. Et il continue chaque jour. Et on parle du droit international, de faire respecter. Ni les États-Unis, ni Israël ne respectent le droit international. Et ils le prouvent chaque jour. Et Israël ne fait rien sans l'aval des États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis sont incapables de faire pression sur Israël. Et il l'a dit même, Tom Barak au Libanais. Il a dit on ne peut pas faire pression sur Israël. Comment on fait? Il a dit il dépose les armes, le Hezbollah dépose les armes et après on verra avec Israël. Tout simplement. Alors que les Libanais ont dans la tête Sabra et Shatila. On a oublié un génocide impuni. Et puis il y a même des forces à l'intérieur du Liban, de Jaja et tout, que personne ne peut leur faire confiance, qui travaillent de mèche avec les Israéliens, les Américains et avec leurs frères les frères du Golfe qui soutiennent les phalangistes chrétiens contre leurs frères musulmans. Mais au Liban, heureusement, il y a un éveil de conscience où musulmans et chrétiens ont toujours vécu ensemble, où quelques groupes pour des intérêts personnels ou des intérêts pécuniaires ou par idéologie sèment toujours la discorde. Mais une guerre civile au Liban est exclue, heureusement. Et s'il y aura guerre avec le Liban, les Libanais vont s'unir cette fois, malgré ceux qui ne seront pas contents. Ils n'y peuvent rien. La Syrie, c'est un grand problème. On ne sait pas encore. Est-ce qu'il marche avec Israël, Abu Mohamed Joulani ou Ahmed Shara, ça dépend comment chacun l'appelle. Est-ce qu'il marche avec Israël ou il marche avec la Turquie? Parce que la Turquie et Israël, ils vont s'opposer en Syrie. Il y aura confrontation. Si elle est armée, eh ben, je pense que ce sera la fin d'Israël. Si c'est... Parce que Israël, c'est, comme a dit Saïd Hassan Nasrallah, c'est une toile d'araignée. Ils vont avec les avions, ils frappent. Mais sur le terrain, même avec le Hamas, ils n'ont pas pu. Jusqu'à aujourd'hui, 2 ans, ils subissent des pertes comme ils n'ont jamais subi dans aucune guerre. Avec les Iraniens, ils n'ont pas tenu 12 jours. Alors comment ils vont tenir? Ils ne peuvent pas tenir une guerre, mais c'est les médias, une guerre médiatique, une guerre psychologique, avec la pression américaine sur les pays. Mais les Américains aujourd'hui,
En tout cas, une grande partie d'entre eux commencent à s'éveiller. 60% des jeunes sont pro-palestiniens et veulent bien que Israël lève sa main sur les États-Unis. Le lobby juif est en train de reculer d'une façon incroyable. Même Trump l'a dit. Il a dit l'AIPAC qui avait la plus grande influence jamais eue aux États-Unis sur le Congrès commence à perdre cette influence. Partout, dans les médias, maintenant des voix s'élèvent. Ils veulent en finir avec l'hégémonie du lobby israélien aux États-Unis. Et partout, ça va être pareil, même en Europe. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont les think tanks israéliens qui travaillent un peu partout dans le monde. En comprenant cela, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme stratégie? Il faut réveiller l'islamophobie. Il faut détourner la haine qu'ils ont suscitée dans le monde contre eux. Il faut la retourner contre les musulmans et contre l'immigration. Et ce qui se passe en Europe un peu. Et même aux États-Unis. Mais, heureusement, comme j'ai dit, il y a un éveil de conscience. Et il y a des gens de très très haut niveau qui sont en train d'éveiller les consciences. Et puis, les images sont plus claires que tout discours. Les gens voient un génocide devant eux. Des femmes, des enfants, des armées dans des tentes bombardées. Une population entière assoiffée, affamée, sans médicaments, sans rien. Et on le déplace d'ici, par là, et on tire sur eux, sur des enfants, sur des femmes. Qui accepte ça? Qui est l'être humain qui peut accepter cela? Donc, maintenant, avec tout ce qui se passe, est-ce que la réunion de Doha, est-ce qu'elle a un vrai sens? Est-ce qu'elle va se traduire par des actes? Espérons. Espérons parce qu'il y a toujours, s'il y a eu un éveil de conscience en Occident, il n'y aura pas en Orient, il n'y aura pas dans les pays arabo-musulmans. En tout cas, beaucoup de pays non arabes ont pris des positions, peut-être même, on peut dire, plus honorables. L'Espagne, la Colombie, qui ont coupé toute relation avec l'État hébreu. Et alors qu'il y a certains pays arabes qui sont toujours dans la normalisation et qui travaillent avec eux, que ce soit sur le plan des financements, que ce soit sur le plan de transport marchandises et sur même sécuritaire et militaire. Mais apparemment, ils ont dit qu'ils vont cesser. On va voir. Espérons. Avant, Israël avait su comment détourner les pays arabes du Golfe contre l'Iran. C'est Iran le danger, c'est les Iraniens. Mais maintenant, ils ont compris, les pays du Golfe, que l'Iran ne représente aucun danger pour eux. Le danger, c'est Israël. Tout le monde maintenant a compris. Au moins, c'est ce qui apparaît dans cette réunion, qu'ils ont compris que le danger, c'est Israël. D'ailleurs, l'Iran était présente. Et ils ont expliqué clairement que chaque pays est en danger, qu'Israël n'a pas de limite. Ils veulent, et effectivement, ils attaquent les pays les plus faibles. Maintenant qu'ils sont attaqués à l'Iran, ils ont vu la riposte en 12 jours, ils ont levé le drapeau blanc, ils ont demandé aux Américains de les aider, d'arrêter la guerre. Les Américains ont dû intervenir et bombarder des sites nucléaires et après se laisser bombarder à la base de Udeid pour que ça s'arrête. Les Iraniens ne veulent pas entrer en guerre avec l'Iran, mais s'ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Donc, s'ils ont demandé l'arrêt de la guerre, ils l'ont arrêté. Personne ne veut faire la guerre aux États-Unis. Personne. Mais c'est les États-Unis qui créent les problèmes. Ce n'est pas les autres pays qui lui créent les problèmes. Maintenant, Trump a changé le ministère de la Défense, ministère de la guerre. Et il s'attaque au Venezuela. Lui, il s'en fout de l'Europe, de l'Ukraine. Ils veulent faire la guerre, qu'ils font la guerre, ils leur vendent les armes. Mais ce n'est pas son problème. Lui, il préfère maintenant s'occuper de chez lui. Et le Venezuela, c'est la plus grande réserve de pétrole, donc il va aller plutôt s'occuper de son jardin.
Mais le Venezuela aussi est un os dur. Il a la Chine, et la Russie et l'Iran avec lui. Donc, partout. Et qui crée cela? C'est les États-Unis, c'est pas le Venezuela, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est pas l'Iran. L'Iran n'attaque personne. Euh, la Russie, elle a attaqué, ouais, mais pour défendre sa population russophone qui se font massacrer depuis 2014. Et il est intervenu 4, 5, 6 ans après que les accords de Minsk ont été bafoués. Il avait signé les accords de Minsk pour que ça s'arrête entre le Donbass et le pouvoir central et trouver une solution pacifique avec une décentralisation, une autonomie pour le Donbass où la majorité des habitants sont russophones. Mais on les bombardait, on tuait, donc c'est une ingérence humanitaire comme faisaient les Occidentaux en Serbie, comme ils l'ont fait en Libye. Donc, et malheureusement, c'est eux qui créent ces problèmes. L'Ukraine a été poussée dans cela. Des nazis, on les a mis au pouvoir après le coup d'État qu'il y a eu à Maïdan. Et maintenant, ils se plaignent. Non, la Russie va attaquer l'Europe, va englober l'Europe. Et mensonge sur mensonge. Comme le dit le colonel Jacques Bot, il faut suivre et lire ses écrits qui sont très documentés, très sourcés, qui ne laissent aucune place à des divagations. C'est très clair. C'est de quoi il parle, c'est un expert en la matière, dans la paix, le maintien de la paix, il a travaillé dans l'ONU, était dans les services secrets suisses. Et il y a le colonel McDouglas, qui est un expert qui a participé aux guerres américaines et qui est un colonel de l'armée américaine et des services secrets. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui de très haut niveau qui expliquent aux populations s'ils veulent bien entendre. Parce que ce sont les populations qui vont décider, qui vont obliger leur gouvernement à prendre des positions honorables. Mais ces gens qui tout le temps parlaient des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits des enfants, des droits humanitaires, et aujourd'hui on voit comment ils se taisent devant un génocide en live, devant un pays paria qui est condamné par la Cour internationale de justice, qui est condamné par la Cour pénale internationale et qui menace même les membres de la Cour. Donc, aucune loi, aucune justice ne peut les arrêter. Il n'y a que la force, les Houthis. Et ceux qui auront le courage des Houthis. Et le Hezbollah, s'il revient dans la partie. Alors les pays qui se réunissent, ils ont intérêt à tendre la main à leurs frères yéménites et à les gens du Sud à les balayer, à les faire rentrer dans le rang. Et au Liban, de laisser tranquille les Libanais régler avec le gouvernement. Le gouvernement, comme l'armée libanaise, n'a pas de problème avec le Hezbollah, ni la population, sauf une petite partie qui sont au solde des pays du Golfe, de l'Amérique et d'Israël. De certains pays du Golfe, pas tous. Je ne veux pas encore jeter de l'huile sur le feu, je veux espérer que les gens vont se réveiller, qu'il y a un sursaut de conscience et que ce sommet de Doha soit une réussite et que finalement ils auront compris qu'ils ont intérêt à s'allier et à ne pas compter sur les États-Unis pour les protéger, mais à compter sur leur population et sur eux-mêmes. Et ne se rappeler toujours que l'ex-président égyptien Hosni Moubarak disait celui qui est habillé ou est couvert par les Américains, il est nu. Et voilà, Qatar a vu la preuve. À bientôt, à la prochaine.